On dirait qu'il lui arrive quelque chose de grave. Je l'entendais crier. Non, arrête. J'ai entendu des coups de feu. Lâchez ce que vous avez dans la main! Je n'ai pas tué ma femme. On sait ce qui s'est passé. On le voit sur les images. Les caméras ne mentent pas. Possible tentative de meurtre. Dans cet épisode de La preuve par l'image, en Floride, une femme a été enregistrée en train de crier à l'aide. Alexa, appelle les secours! Je l'entendais crier. Non. Puis elle a ajouté. Ça fait mal. Arrête. Il y avait des indices qui laissaient penser à un acte criminel. Au Royaume-Uni, une femme a été violemment assassinée et poignardée plus de 50 fois dans sa propre maison. J'ai essayé de la joindre toute la journée sans réponse. Et je suis tombé sur ça. Quelque chose ne va pas. Jupiter, en Floride. Une commune sûre située sur la côte Est, où la criminalité est 2 fois moins importante que la moyenne nationale. Et les meurtres y sont rares. C'est là que vit Gretchen Anthony, une mère dévouée, très proche de sa famille et de ses amis. C'est un endroit qui nous est cher. On ressent un esprit de communauté et du plaisir. On y passait du temps l'après-midi ou après une longue journée de pêche ou de sortie en bateau. C'est ici qu'on se retrouvait avec Gretchen et qu'on se réunissait avec tous nos amis. David Anthony est son entraîneur personnel. Gretchen tombe amoureuse et ils se marient en 2015. David est grand, beau, charmant, extraverti, drôle. En fait, il a beaucoup de charisme. Et ils ont rapidement ressenti l'étincelle. Gretchen était tellement amoureuse. Et ils semblaient mener une vie de famille épanouie. David devient de plus en plus instable. Et après 5 ans de mariage, Gretchen prend la décision de demander le divorce en mars 2020 et finit par tourner la page. David vit mal la séparation et décide de retourner vivre avec sa mère. Peu de temps après cette décision de se séparer, la santé mentale de David a commencé à se dégrader rapidement. C'est alors que la pandémie frappe. Gretchen informe ses proches qu'elle est atteinte du Covid. Mais ces messages semblent étranges. La façon dont ces SMS étaient écrits n'avait aucun sens. Ces messages ne lui correspondent pas du tout. Sa famille essayait de la contacter par téléphone ou par message, mais elle ne répondait pas. Ses proches sont si inquiets qu'ils décident de faire appel à la police. Nous avons commencé à recevoir des appels de la famille de Gretchen Anthony ainsi que de ses amis qui s'inquiétaient pour elle. Ils recevaient des SMS provenant de son numéro. Elle disait qu'elle était malade, qu'elle avait contracté le Covid et qu'elle avait été admise à l'hôpital avant d'être transférée dans un service spécialisé. Les messages envoyés depuis son téléphone n'avaient ni queue ni tête. Ils étaient insensés. Pour moi, c'était un vrai signal d'alarme. Lorsque Gretchen cesse de partager sa localisation, la police contacte le centre médical de la ville, le dernier endroit où elle a dit se rendre. Nous avons consulté le personnel qui nous a confirmé qu'elle n'était pas une patiente de l'hôpital. La police demande d'urgence les images de vidéosurveillance de l'intérieur de l'hôpital et du parking. Gretchen est introuvable. Une enquête sur sa disparition est alors ouverte. Il se passait quelque chose de très louche. Et j'étais terrifiée pour mon ami. Sa maison est fermée à clé depuis plusieurs jours. La police de Jupiter décide de se rendre sur place et leurs caméras piétons filment la scène. Des preuves sont rassemblées pour le bureau du procureur de l'État, qui est désormais impliqué. Ils ont frappé à la porte et n'ont pas obtenu de réponse. Gretchen n'était pas là, mais il y avait des choses dans sa maison qui les inquiétaient.
Dans la buanderie, on a trouvé des serviettes qui présentaient une substance similaire à celle du sang. Il y avait des produits ménagers et un chiffon sur le comptoir de la cuisine. Il y avait aussi un cadre photo cassé qui était normalement accroché au mur. La recherche ne permet pas de retrouver Gretchen. On remarque notamment une clé cassée dans la serrure d'une porte qui mène au garage de Gretchen Anthony. Nous n'avons pas réussi à entrer dans le garage tout de suite, mais il se dégageait une très forte odeur. Ils n'ont aucune idée de ce qui se cache derrière la porte. Les agents de police ont fini par forcer l'entrée du garage. Il y avait une forte odeur de produits de nettoyage et le sol avait l'air d'être humide. Compte tenu de ce qu'on a trouvé dans la résidence, on est devenu davantage préoccupé par l'endroit où se trouvait Gretchen Anthony. Il y avait des indices qui laissaient penser à un acte criminel. Cela nous a amené à penser qu'il s'était passé quelque chose dans le garage de Gretchen. Les caméras piétons recueillent des témoignages troublants sur un incident survenu 24 heures avant la disparition de Gretchen. Une voisine qui habite juste en face est venue nous voir. J'ai entendu une femme crier très fort. Elle ne faisait que crier, comme si on l'agressait. Elle voulait savoir si on était là par rapport à l'altercation qu'il y avait eu quelques jours plus tôt. Je l'entendais crier « non », puis elle a ajouté « ça fait mal, arrête ». Alors je suis sortie de chez moi, j'ai marché dans la rue et j'ai aperçu un camion stationné en arrière que je n'avais jamais vu avant. Il était garé un peu plus loin. J'étais dehors pendant à peu près 15 minutes et je n'ai rien entendu d'autre. Le moteur était allumé, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Le cri était très inquiétant. Un autre voisin remarque des traces blanches sur l'allée. Il y avait une espèce de détergent qui coulait depuis le garage de Gretchen, comme si quelqu'un avait fait du nettoyage à l'intérieur. La police comprend qu'il faut être rapide. Ils doivent absolument retrouver son ex-époux David Anthony et se rendent donc au domicile de sa mère où il loge depuis sa séparation. Les caméras piétons filment la rencontre. Police de Jupiter. Bonsoir. Bonsoir, c'est la police. Désolé du dérangement. Oui. David est là? Non. D'accord. Et vous êtes Sa mère. sa mère. Très bien. On essaye de le joindre. C'est en rapport avec sa femme Gretchen. Enfin, je crois qu'ils sont séparés. C'est ça. Vous avez des nouvelles de lui? Non. Est-ce qu'il loge ici? Non. Mais Gretchen m'a contactée parce qu'elle est au centre de soins. Elle a le coronavirus. Il m'a juste informé qu'il allait au Costa Rica, comme le virus est en train d'envahir le pays. Qu'est-ce qui se passe? Vous me faites peur. La seule information dont les enquêteurs disposent est que David a prévenu sa mère de son départ pour le Costa Rica. On était à la recherche de Gretchen Anthony. Et surtout, on pensait pouvoir la trouver en trouvant David d'abord. Grâce aux images des caméras de surveillance de l'hôpital, les enquêteurs font une découverte inquiétante. On a pu obtenir des images du centre médical. Sur une vidéo en particulier, on aperçoit le véhicule de Gretchen qui entre dans le centre tôt le matin et qui se gare dans la partie nord-est du parking. Puis on voit un individu sortir de la voiture de Gretchen. Sauf que ce n'est pas elle. C'était une grande personne, vêtue de vêtements sombres. Donc, on ne savait toujours pas où était Gretchen et si elle allait bien. J'étais terrifiée. J'avais tellement peur pour elle. Les preuves fournies par les caméras s'accumulent. À l'intérieur du domicile de Gretchen, les enquêteurs découvrent une mine d'or d'images. Gretchen avait installé plusieurs caméras de surveillance chez elle. Suite au comportement toujours plus violent de David pendant leur séparation,
Gretchen s'est sentie en danger et a mis en place un système de sécurité complet. Elle a demandé le divorce et à partir de là, c'était terminé. David n'a jamais pu digérer ça. Généralement, dans ce genre de situation, les personnes comme David Anthony pensent que, comme leur partenaire s'est engagé avec eux, il leur appartient. Ils se disent « on s'est fait une promesse, mais maintenant, tu ne veux plus la tenir et tu veux me quitter ». C'est inacceptable pour eux. L'idée que les hommes se font ou que certains d'entre eux se font qu'ils possèdent leur femme ou qu'elles leur appartiennent est un thème très courant. Le problème, c'est que lorsqu'ils ont le sentiment de perdre cet objet, ils se retrouvent à penser que personne d'autre n'a le droit de l'avoir. Il leur appartient. Et c'est ce qui peut finir par être la justification de comportements extrêmes et de violence. Ils se disent, si je ne peux pas l'avoir, alors absolument personne d'autre ne l'aura. Je vais la détruire. Des mandats de perquisition ont été réalisés pour obtenir les images des caméras. On comptait sur les vidéos de surveillance de sa maison pour nous donner des réponses. C'est ce qui pouvait nous donner la plus grande piste, ou le plus d'informations sur ce qui s'était réellement passé à son domicile. Mais il y a une mauvaise nouvelle. Il manquait certaines caméras de surveillance. L'équipement vidéo installé dans le garage a été retiré. Les enquêteurs cherchent alors si les images ont été sauvegardées en ligne. Pendant ce temps, la police commence à géolocaliser les téléphones portables de David et de Gretchen. En fait, ils obtenaient une actualisation de la localisation du téléphone de Gretchen toutes les 15 minutes. C'est comme ça qu'on a pu voir que les deux téléphones étaient ensemble. Et ils étaient en train de s'éloigner de la Floride. Le 25, ils ont pu déterminer que le téléphone de Gretchen était à Pensacola, en Floride. Sur les images, on voit David retirer de l'argent du distributeur. On l'aperçoit entrer dans un magasin. On le voit également entrer dans une boutique de prêteurs sur gage. Et tout ça, pas seulement dans le comté de Palm Beach, mais aussi dans le nord, à des heures de route en dehors du comté. Nous avons contacté la boutique et ils ont pu nous fournir des vidéos de lui dans le magasin, mais aussi de son véhicule sur le parking. On disposait aussi d'une vidéosurveillance sur laquelle ils mettent en gage d'autres bijoux appartenant à Gretchen. La police continue à suivre les deux téléphones portables se dirigeant vers l'ouest, dans les États du Sud. Le téléphone de Gretchen émettait des signaux à proximité de celui de David, mais on ne la voit jamais avec lui dans aucune des vidéos. On voit son chien de temps en temps, mais jamais Gretchen. Alors que les mailles du filet se resserrent, les téléphones de Gretchen et David sont localisés à Las Cruces, au Nouveau-Mexique, à moins d'1 heure de la frontière mexicaine. Une course contre la montre est engagée pour les retrouver. Les enquêteurs de Floride ont demandé à la police de Las Cruces de les arrêter d'urgence. Il faut bloquer la rue principale et la rue Messia. Mais Gretchen n'est pas dans le pick-up. Levez les mains en l'air. Gardez-les bien haut. Mettez les mains dans le dos. Ça concerne votre femme. Elle est portée disparue, non? La dernière fois que j'en ai entendu parler, elle était dans un centre de soins pour le coronavirus. Comment vous savez ça? Sa sœur me l'a dit par message. Sa sœur vous a envoyé un SMS? Il est où ce centre? Elle l'a pas précisé. Ils ont parlé à David. Il n'a donné aucune information sur sa localisation. Vous avez parlé quand à votre femme? Samedi? Samedi dernier? Oui. Vous avez discuté en personne ou... Oui, en face à face. Où ça? À une station-service. Et il n'a fourni aucune information indiquant qu'il aurait commis un crime contre elle. Il s'agit du même pick-up que celui devant la maison de Gretchen, 7 jours plus tôt. La police n'a aucune idée de ce qui se cache sous la bâche. Vous déménagez?
Il y a beaucoup d'affaires. En fait, je suis ingénieur électricien. Donc j'ai des outils. Je peux travailler n'importe où. Il y a des preuves que le téléphone portable de Gretchen était avec celui de David. La police a saisi son pick-up. Les policiers de Floride ont un mandat de perquisition pour votre téléphone, donc on va vous le prendre. À ce stade, on avait une raison de saisir sa voiture, mais aucune pour le mettre en garde à vue. On a un mandat pour votre véhicule, on va l'embarquer aussi. On était encore en train de rassembler des preuves. Il fallait en recueillir autant que possible pour trouver la trace de Gretchen. Elle a dit qu'elle avait des problèmes. Par rapport à son travail. Elle avait des ennuis. Mais elle n'a pas voulu m'en dire trop, parce qu'elle voulait pas me mettre en danger. Il faisait beaucoup de remarques sur des théories du complot, de choses que Gretchen avait découvertes à son travail. Et il disait que pour sa sécurité, elle était allée se cacher. Vous lui avez parlé depuis? Non. La police de Las Cruces ne retient pas David, mais garde son véhicule ainsi que le contenu sous la bâche. Ok, détendez-vous et suivez les instructions. À Jupiter, les experts en cybercriminalité travaillent sans relâche pour récupérer les images des caméras de la nuit où Gretchen a disparu. On a rédigé un mandat de perquisition adressé à une société de télésurveillance. On a également pu obtenir des images enregistrées sur le cloud. Ce qui a joué un rôle crucial dans cette enquête, ce sont les séquences vidéo de la maison de Gretchen qu'on a finalement pu examiner. Les images sauvegardées sur le cloud comprennent les enregistrements vidéo des caméras manquantes. Les enquêteurs se mettent rapidement au travail, en espérant qu'elles révéleront tout ce qui est arrivé à Gretchen. Il y avait une caméra installée sur la terrasse de Gretchen. Et sur une vidéo, il fait encore nuit. Mais c'est le début de la matinée. On aperçoit un individu qui semble être un homme de grande taille. On le voit rôder sur la terrasse et se déplacer très lentement, méthodiquement. On ne comprend pas bien ce qu'il est en train de faire. Et on ne sait pas si Gretchen entend quelqu'un à l'extérieur. On observe sur la vidéo que cette personne se trouvait sous le porche de Gretchen Anthony depuis un certain temps avant qu'elle ne réponde à la porte. Gretchen franchit la porte d'entrée. La porte s'ouvre et cette personne se trouve juste derrière. Certaines séquences sont si choquantes qu'elles n'ont jamais été dévoilées. Cette même personne, ce grand homme habillé tout en noir, on le voit emmener Gretchen, ou plutôt la traîner, la forcer même à entrer dans le garage, tout en étouffant ses cris. Et il s'agit du même garage où l'on a trouvé une clé cassée dans la serrure. Sur les images, on peut voir ce qui semble être l'arrière de la tête de Gretchen. Elle est allongée par terre et il y a cet homme de grande taille, tout en noir, qui se déplace dans le garage. Puis une caméra capture le moment où cet individu se tourne et regarde droit dans l'objectif. Il s'agit de David Anthony. Dans l'une de ces vidéos, David lève la tête pour regarder la caméra. Il l'enlève et la jette à l'autre bout de la pièce. À partir de là, on était convaincus que David Anthony avait tué Gretchen. Cela a suffi pour lancer un mandat d'arrêt. Puis un jour, l'inspecteur Kennerson reçoit un appel du principal suspect. J'ai parlé à Gretchen aujourd'hui. Ah oui? Vous lui avez parlé? Oui. On a fait appel à un avocat. Tous les deux? Elle veut faire une déposition. L'homme qui appelait était David Anthony. Il m'a confié des informations sur les raisons présumées pour lesquelles Gretchen était en danger. Gretchen a peur de mourir.
Quelqu'un est venu chez elle le week-end dernier pour lui faire du mal. Elle pense que ça pourrait être son ex-mari. Mais l'appel se termine brusquement. Vous et Gretchen avez fait appel à un avocat? Vous êtes là? Et elle a déposé... Qui a fait la déposition? Vous êtes là? David est alors en cavale, près de la frontière mexicaine. Ils n'ont que quelques heures pour le rattraper. L'inspecteur Kennerson se rend à Las Cruces, au Nouveau-Mexique. C'est là qu'on a pu effectuer une perquisition dans la voiture de David qu'ils avaient saisie pour nous. David est toujours en fuite, mais la chasse à l'homme devient encore plus urgente lorsqu'il découvre ce qui se cache à l'arrière du pick-up. Les caméras de surveillance du garage de Gretchen et un appareil à commande vocale. Elle se servait des enceintes connectées pour allumer la lumière dans le garage. Et pendant l'attaque, Gretchen a tenté de demander à Alexa d'appeler les secours. Les fichiers audio sont troublants. Alexa, appelle les secours! Sa voix semble être étouffée. Alexa, appelle les secours! Après avoir terminé d'inspecter le véhicule, on est parti à la recherche de David Anthony. David se trouve alors à quelques kilomètres de la frontière mexicaine, en route pour le Costa Rica. Chaque minute compte. La sécurité intérieure a déployé les dernières technologies de localisation, permettant à la police de Las Cruces de suivre la trace de sa voiture. Il est finalement coincé à l'extérieur d'une supérette, sous la menace d'une arme. À terre. Je peux me lever? Non, à terre. Je me relève. Mettez-vous à terre. À terre. Monsieur, sortez de la voiture! D'accord, d'accord. Lâchez ça! Lâchez ce que vous avez dans la main! Qu'est-ce que c'est? Lâchez ça! Arrêtez de résister! J'ai rien fait. Monsieur, à plat ventre! Écartez vos bras, écartez-les sur le sol! Restez à plat ventre! Il a fait tomber plein de choses. J'avais peur qu'il ait une arme. Il continuait à monter dans la voiture, j'ai failli lui tirer dessus. L'autre main dans le dos! Oui, monsieur. Je ferai tout ce que vous me dites. Je lui ai presque tiré dessus. Tout ce que vous voulez. David a été arrêté et placé en garde à vue en raison du mandat d'arrêt lancé contre lui en Floride pour meurtre au second degré et enlèvement. L'inspecteur Kennerson tient enfin son suspect. L'ancien mari de Gretchen, David Anthony, est alors confronté aux images macabres de sa maison. Je lui ai montré les vidéos de surveillance, on lui a présenté des preuves de ce qui s'était passé, des preuves concrètes, mais David n'arrêtait pas de nous dire que Gretchen était toujours en vie. Malgré ses dénégations, il a bien été filmé sur les lieux du crime. On sait ce qui s'est passé. On le voit sur les images. Non? Et il s'est passé quoi? Vous l'avez tué? Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Elle est toujours en vie. Même lorsque la police lui montre la vidéo, David nie lui avoir fait du mal. Vous avez mis votre main sur sa bouche et vous l'avez traîné jusqu'au garage. C'est sur la vidéo, David. Elle est toujours en vie. C'est ce que vous voulez croire, parce que vous ne voulez pas faire face à la réalité de vos actes. Je voulais la mettre en garde. On lui a fourni des preuves qui étaient vraiment concrètes et qui montraient ce qu'il avait fait. Vous avez mis votre main Je voulais la mettre en garde. sur sa bouche, Je voulais l'avertir. tout en la traînant vers le garage. Puis vous avez nettoyé l'allée, mais malheureusement pour vous, le chien de détection est allé dans le garage et a repéré des taches de sang. Donc, c'est impossible qu'elle soit vivante. Vous l'avez tuée dans ce garage et on aimerait savoir où vous avez mis son corps. Je savais qu'il était coupable. David Anthony a alors été inculpé de meurtre au second degré. Mais la police ignore toujours où se trouve le corps de Gretchen. Dans une affaire de meurtre, il est difficile de ne pas avoir de corps. Les jurés s'attendent à en voir un. Si on leur dit que quelqu'un est mort et que la personne qu'on a inculpée l'a tué, ils vont demander à voir le corps. C'est logique. C'est alors qu'un nouveau témoin se manifeste, apportant un indice crucial sur l'endroit où pourrait se trouver le corps.
Je me souviens d'une horrible odeur de pourriture en rentrant du travail en voiture. J'avais déjà senti des animaux morts, mais cette odeur sortait de l'ordinaire. J'ai remarqué des buses qui volaient dans les airs, et c'est à cet endroit qu'elles volaient. Cela permet de limiter les recherches à un quartier animé de la ville, mais ce n'est pas suffisamment précis pour retrouver le corps. David continue de clamer son innocence. Je vous l'ai dit, plusieurs fois. Elle est toujours en vie. Souhaitant à tout prix voir la famille de Gretchen tourner la page, Chrishé Mixon décide de changer d'approche. Sa famille ne voulait pas se demander tous les soirs avant de dormir où est-ce que Gretchen se trouvait dans le monde. Et il voulait avoir un endroit où se recueillir, là où sa fille, sa mère, ses sœurs et ses amis pourraient se rendre et sentir sa présence. L'avocat de la défense m'a contacté pour discuter d'éventuelles négociations. Et dans le cadre de ces négociations, David devait nous dire où se trouvait Gretchen. Priver les familles de voir et souvent d'enterrer leurs proches est un obstacle majeur au deuil et cela les empêche d'avancer. Si on examine l'escalade de la violence jusqu'au féminicide, c'est-à-dire l'assassinat de femmes, on constate une attitude assez claire, surtout entre partenaires intimes. Et cela commence évidemment par l'agression masculine. Ensuite, l'homme fait culpabiliser la victime en lui disant que c'est elle qui l'oblige à faire ça. Puis on observe une escalade. La violence s'aggrave. La femme commence alors à résister parce qu'elle se dit qu'elle ne peut pas accepter ça. Et finalement, la femme tente de mettre fin à la relation, ce qui n'est pas sans conséquence. David Anthony finit par renoncer à sa présomption d'innocence et décide d'échanger la localisation du corps de Gretchen contre une peine plus courte. Le matin du 21 décembre 2020, lui et son avocat nous ont indiqué l'emplacement du corps de Gretchen Anthony. Pas de trafic, on approche. Les caméras des hélicoptères et la technologie de cartographie sont utilisées pour rechercher le corps de Gretchen. Juliette Charlie Zulu Kilo 26. Et les derniers sont Bravo Alpha 001781. Je ne voulais pas qu'elle soit là. Je voulais qu'elle soit en sécurité. Mais en réalité, je savais qu'on allait ramener Gretchen à la maison. Mais pas de la manière dont tout le monde l'aurait voulu. On est à 2 km de Perk Road. Il se rapproche du site. Il y avait un chien de détection sur les lieux et des enquêteurs de la brigade criminelle ont commencé à rechercher le corps de Gretchen. 9 mois se sont écoulés depuis la disparition de Gretchen. À ce stade, son corps pourrait ne plus être identifiable. C'est ici qu'on a trouvé le corps de Gretchen Anthony, le 21 décembre 2020. C'était au sud de cet arbre, je crois que c'est un chêne, dans cette partie basse du terrain. C'est là que Gretchen a été retrouvée. Ce n'est pas une zone très isolée. On a pu l'identifier sur place et on a directement informé ses proches. Nous avons pu voir ses tatouages. Je me souviens d'un en particulier car un détective en a fait une description à voix haute. Les médecins légistes ont déterminé que Gretchen est morte de plusieurs coups de couteau au cou et au torse. Je ne sais pas du tout où en serait cette enquête sans les images. Sans les caméras de surveillance à l'intérieur de la maison de Gretchen. Sans les caméras du distributeur ou du prêteur sur gage. Je me demande si on en serait venu à arrêter David Anthony pour le meurtre de Gretchen. Sans ces caméras, on n'aurait jamais rien su. En raison des restrictions Covid, aucun grand jury n'a pu être réuni. David Anthony a été reconnu coupable d'enlèvement et de meurtre au second degré. Il a été condamné à 38 ans de prison. On regrette tous la personne rayonnante, belle, souriante et vibrante qu'elle a toujours été. Mais aussi l'énergie qu'elle dégageait et le bonheur qu'elle transmettait à tout le monde.
Donc, c'est difficile d'avancer. Mon amie me manque. Elle me manque beaucoup. Je suis contente que David soit en prison. On ne peut pas se permettre d'enlever la vie à une personne et de la voler aux gens qu'il aimait et qu'elle aimait aussi. Elle nous a quittés et il est toujours là. Mais heureusement, il est en prison, donc il pourra y penser pendant très longtemps. Possible tentative de meurtre. Une partie essentielle des preuves recueillies contre David Anthony provient des images filmées par les caméras placées dans la maison et celles des policiers. Elles filment tout ce qui croise leur chemin. À terre! Je me relève. Mettez-vous à terre! Amy Polito est un analyste vidéo. Il a travaillé sur des centaines d'affaires au Royaume-Uni. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les caméras piétons enregistrent en permanence. Mais ce n'est qu'au moment où l'agent appuie sur le bouton de marche que les images sont converties en un fichier vidéo qui peut être récupéré plus tard. Et il s'agit souvent de preuves essentielles, comme dans le cas de Kerry Woolley. Au Royaume-Uni, le comté des Midlands de l'Ouest compte plus de 400 crimes violents par jour. Au cœur de cette région se trouve la ville de Birmingham. Au début de l'année 2020, Kerry Woolley s'est remise à fréquenter des hommes après avoir divorcé du père de ses 2 enfants. Elle rencontre Ian Bennett, 38 ans, et ils commencent à se voir de temps en temps. Le couple aime passer du temps ensemble, et pendant quelques semaines, tout semble aller pour le mieux. En juillet, Ian et Kerry sortent un soir. Mais tôt, le lendemain matin, la police répond à un appel d'urgence. Kerry a été retrouvée sauvagement assassinée dans sa chambre. Des experts en criminalistique numérique ont tenté de trouver des preuves filmées par caméra. Le docteur Vassileios Karagianopoulos est un grand spécialiste du droit pénal et de la cybercriminalité à l'université de Portsmouth. La police est équipée de caméras mobiles qui aident à recueillir des preuves à mesure que la situation évolue. L'angle de prise de vue est très large. C'est comme si on regardait à travers les yeux de l'agent de police qui se trouve sur les lieux. La caméra enregistre les preuves éventuelles, ainsi que la présence d'autres personnes qui auraient pu être témoins de l'incident. Une caméra mobile a filmé le témoignage de Ian Bennett, la dernière personne à l'avoir vue vivante. Monsieur, c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? À 1h du matin, quand je suis parti. Ici? Oui, on a bu quelques verres et je suis parti à 1h. La professeure Coral Dando est une ancienne policière. Aujourd'hui, elle applique ses connaissances en psychologie aux images afin de comprendre le comportement des criminels. Quand la police est arrivée, il se trouvait à l'extérieur. Il leur a fait un compte-rendu très détaillé de tous ses faits et gestes, sans que ce soit demandé. Et son récit semblait assez plausible. Mes parents se sont disputés hier soir, alors je suis rentré pour voir si tout allait bien. Il a l'air très perturbé. Il est bouleversé et essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il appelle sa mère. Il ne cite pas le nom de Kerry. Maman, elle est morte. La police, l'ambulance. Il a l'air très affecté. Et il explique ce qui s'est passé à sa mère au téléphone. D'accord, pas de problème. À plus tard. Dans le contexte d'une scène de crime horrible, il y a quelque chose qui cloche dans cette vidéo. On le voit fumer, parler au téléphone, il cligne des yeux pour laisser entrevoir quelques larmes, mais il n'a pas l'air traumatisé. Il est très calme. Son discours est très nuancé, très détaillé. À ce moment-là, son témoignage sur tous ses déplacements paraît plausible. Mais cela m'a tout de suite semblé louche.
parce que ce n'est vraiment pas anodin d'un point de vue psychologique. Évidemment, il n'est pas anormal qu'une personne veuille tout déballer et vous raconter immédiatement ce qu'elle a fait ce jour-là, tout comme il est normal que quelqu'un soit contrarié et veuille appeler sa mère. Ces personnes agissent en fonction de ce qu'elles pensent que les gens s'attendent à voir pour ne pas paraître suspectes. Donc, quand on revoit cette première scène, on remarque une émotion excessive. Quand il effectue l'appel devant la police, il est presque en train de pleurer. Aujourd'hui, on dirait que c'est du cinéma. Mais à l'époque, c'était difficile pour la police de le repérer, car ça aurait pu être une réaction normale. On recherche des signes de nervosité, mais cela peut se manifester différemment. On fait attention aussi aux histoires incohérentes et au refus de regarder dans les yeux. J'ai essayé de la joindre toute la journée, sans réponse. C'est lui qui l'avait trouvée. Il était vraiment bouleversé. La porte n'était pas ouverte. J'ai dû tirer sur la poignée. Je vois. Et je suis tombé sur ça. Mais les larmes de Yann ne convainquent pas la police. Vous allez être arrêté pour meurtre, d'accord? Pour meurtre? Oui. Vous êtes suspect, étant donné ce qui vient de se passer. La mère de Yann arrive sur les lieux. Je suis sa mère. Vous êtes la mère de Yann? Enchantée. Où allez-vous? D'emblée, elle est un peu plus crédible. Elle ne déferle pas tout un tas d'informations. Il va être placé en garde à vue. Je ne sais pas où, mais je vous tiens au courant. Certainement à Coventry. À Coventry? Oui, c'est le poste le plus proche. Je ne sais pas comment y aller. Linda ne pose pas de questions sur Kerry. Elle est plus préoccupée par la situation de son fils. Elle pose des questions sur son fils. Elle demande où il est, ce que la police fait avec lui, ce qui lui est arrivé, s'il va bien. Elle pose tout un tas de questions. Yann est placé en garde à vue pendant que la police scientifique se met au travail. L'autopsie révèle que Kerry a été étouffée, étranglée et qu'elle est morte de 54 coups de couteau au niveau du cou et de la partie supérieure du torse. En consultant les relevés téléphoniques de Kerry et de Yann, les enquêteurs découvrent des tensions déjà existantes entre les deux. Alors qu'ils ne se fréquentent que depuis quelques semaines, Yann accuse un ami de Kerry d'avoir une relation sexuelle avec elle. Il y a un aspect assez intéressant dans cette affaire. Il semblerait que Yann pensait être en couple avec la victime. Il était le genre de personne à vouloir contrôler et gérer la conduite de ses partenaires. Ou peut-être qu'il n'avait jamais connu une bonne relation, et donc il pensait que c'était la première qui allait aboutir à quelque chose. À ses yeux, en tout cas. Mais elle ne s'est pas comportée de la manière attendue, et cela a suffi à déclencher cette réaction. La relation n'a pas besoin d'être réelle, puisque dans la tête du coupable, elle l'est. En creusant davantage, la police découvre un historique de recherche Internet inquiétant. Il a fini par se dire qu'il allait la confronter, et peut-être que cela a donné lieu à une sorte de dispute. Ou alors, il s'est dit qu'il allait la tuer. Ce sont deux choses qui peuvent se produire dans les relations de contrôle coercitif. Il semble qu'il y ait eu intention de nuire, mais la police a besoin de plus de preuves. Yann s'est bien rendu à l'appartement de Kerry cette nuit-là, mais il affirme être parti vers 1h du matin. La police a vérifié les bandes de vidéosurveillance dans le quartier pour confirmer sa déposition et l'a trouvé sur les images. Plus il se rapproche de la caméra, plus la résolution de la zone observée s'améliore. Donc, même si la caméra de vidéosurveillance a filmé de nuit, l'éclairage de la rue est suffisant pour permettre de distinguer des contrastes et certains détails, notamment au niveau du visage et des vêtements, ce qui peut s'avérer très important pour l'identification. Ici, on voit Yann quitter l'appartement de Kerry tard dans la nuit en portant un sac. La deuxième caméra le suit jusqu'à un parc local, le sac toujours en main. Quelques minutes plus tard, les enquêteurs constatent qu'il ne tient plus rien. Ce qui est intéressant dans ces deux séquences, c'est qu'elles sont tournées à quelques minutes d'intervalle. Dans la première, on voit le suspect porter un sac en plastique,
Et cela correspond à ce qu'on a vu dans les images précédentes. Puis, quelques minutes plus tard, comme l'indique l'horodatage, on observe une personne d'apparence similaire à celle qui vient de passer, mais cette fois-ci, sans le sac en plastique. Même dans l'obscurité, les images de vidéosurveillance sont claires. La vidéosurveillance a beaucoup évolué au cours des 10 ou 20 dernières années. À l'époque, il s'agissait plutôt d'un élément de preuve complémentaire. Au cours d'une enquête, les policiers frappaient à la porte des gens, recueillaient des témoignages, essayaient d'obtenir des preuves telles que des empreintes digitales ou de l'ADN. Les règles se sont donc inversées. La vidéosurveillance est désormais la première source de preuve d'une enquête. Et elle est généralement corroborée par d'autres éléments de preuve. Une troisième caméra permet de faire une nouvelle découverte, celle d'une voiture mystérieuse. En plus de la vidéosurveillance classique, il existe un système de caméras contrôlé par la police, appelé lecture automatisée des plaques d'immatriculation, ou l'API. Ce système peut être utilisé pour enregistrer les plaques d'immatriculation, identifier les véhicules suspects et nous montrer les déplacements de ces véhicules à travers le pays. Bien que ce soit le milieu de la nuit, les enquêteurs parviennent à identifier la voiture. Elle appartient à Linda, la mère de Yann. Au moment de saisir la voiture, ils font une découverte qui change le cours de l'enquête. Une caméra embarquée a filmé tout ce qui se passait. Et on peut apercevoir Yann en train de jeter quelque chose dans le canal. Steve Jones est un ancien agent de police. C'est un expert des caméras qui sont aujourd'hui les principaux outils de collecte de preuves. Les caméras embarquées sont devenues une pratique courante dans le monde entier. La plupart enregistrent automatiquement lorsque le système d'allumage est activé. La caméra filme la scène, quel que soit l'endroit où le conducteur emmène son véhicule. La police a compris que les images, non seulement des accidents de la route, mais aussi des crimes en général, peuvent être précieuses. Dans l'affaire du meurtre de Kerry Woolley, la caméra embarquée trouvée dans la voiture de la mère de Yann constitue un élément de preuve essentiel. La police extrait les images de la nuit où Kerry est décédé. On a vu Yann se débarrasser de quelque chose dans le canal, mais c'est aussi filmé par la caméra embarquée de la voiture de sa mère. Il s'agit de la même scène. Les images de la voiture permettent d'identifier l'homme comme étant Yann Bennett. La police drague alors le canal et trouve un couteau dont la lame est fortement déformée. La caméra embarquée est réellement ce qui cimente cette affaire, car elle a permis de confirmer que Yann Bennett est bien en train de se débarrasser de preuves. Et elle prouve que sa mère l'a aidé à le faire. L'ADN sur le couteau correspond à celui de Kerry et de Linda. Le scénario de leur mensonge et le récit qu'ils ont développé entre eux dès le départ sont contredits par les images de vidéosurveillance et celles de la caméra embarquée dans la voiture de la mère. On comprend clairement qu'elle a participé à la suite du crime, en aidant Yann à se débarrasser du couteau. Les images de la caméra embarquée ont fourni à la police les preuves nécessaires. Toutes les preuves recueillies par la caméra embarquée et les images de vidéosurveillance dont disposaient les enquêteurs les ont aidés à monter un dossier très solide contre le suspect. De nos jours, si on veut commettre un meurtre, il est difficile de ne pas être filmé. La police dispose désormais d'éléments suffisants pour inculper Yann de meurtre et arrêter Linda, la mère de Yann, pour avoir aidé un criminel et entravé la justice. C'est une question très intéressante de se demander si on aiderait son propre enfant à dissimuler un crime. Je pense que beaucoup de gens diraient « Bien sûr que je le ferais ». J'aiderais mon enfant, soit parce qu'il avait une bonne raison de le faire, soit parce qu'il est innocent, ou bien, si je suis au courant de ce qu'il a fait, j'aimerais simplement lui éviter la prison. Et d'autres personnes diraient certainement le contraire, et encourageraient plutôt leur enfant à se rendre immédiatement à la police. Je pense que c'est une de ces situations où l'on n'a sans doute aucune idée de la façon dont on réagirait jusqu'à ce que cela nous arrive. S'il a un comportement coercitif ou qu'il est maniaque du contrôle, ce qui semble être le cas, alors il aura manipulé et dirigé sa mère.
On sait également que ce genre de comportement est cyclique. Il a sans doute dû en faire l'expérience, ou le voir avec le partenaire de sa mère, qu'il s'agisse de son père ou de son beau-père. En décembre 2021, l'affaire a été jugée au palais de justice de Birmingham. Il n'a fallu que 2 heures au jury pour déclarer Ian coupable. Les caméras ont joué un rôle crucial dans la condamnation du tueur. Les enquêteurs ont de nombreuses chances de trouver des preuves sur vidéo. Aujourd'hui, les éléments de preuve proviennent de téléphones portables, de caméras mobiles, de véhicules équipés de caméras embarquées, ou encore de drones. Sans toutes ces caméras, de nombreuses affaires seraient abandonnées. Ian a été condamné à au moins 25 ans de prison. Linda a été condamnée à 3 ans. Grâce à ces images essentielles de la caméra embarquée, de la vidéosurveillance et de toutes les autres preuves numériques, les enquêteurs ont pu résoudre l'affaire très rapidement. Cela démontre que la collecte de nombreuses preuves provenant de différentes sources numériques peut accélérer considérablement une enquête.